Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire dédié à l'industrie 4.0. Je suis Geoffrey Martin, je suis responsable marketing de l'entreprise Steel Project. Aujourd'hui, je serai accompagné de Claude Fattier, qui est notre commercial pour le marché France. Je vais lui passer la parole un certain nombre de fois pendant la présentation pour qu'il vous montre un petit peu des démos live pour que ce soit un petit peu plus concret que ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Vous avez une section questions et réponses dans le menu. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à intervenir. On aura une petite alerte, donc on peut traiter n'importe quelle question. Et sinon, vous pouvez les garder pour la fin. On pourra répondre à toutes vos questions sur la fin. Donc l'objectif de ce webinaire, ça va être de vous donner une définition de l'industrie 4.0. Un vaste sujet, pas toujours facile à cerner, mais c'est un sujet très important, de plus en plus présent dans les entreprises. C'est plus communément appelé à l'industrie du futur ou industrie 4.0. Et l'objectif aujourd'hui va être de vous montrer des exemples concrets de l'industrie 4.0 appliquée à notre secteur d'activité, donc qui est la construction métallique. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement notre entreprise pour ceux qui ne nous connaissent pas déjà. Donc Steel Project, on est un éditeur de logiciels de gestion de production pour les constructeurs métalliques. Donc on est présent seulement sur ce métier. On offre une gestion complète et digitalisée des ateliers de construction métallique, donc que ce soit les postes manuels ou les machines à commande numérique. On est la division logicielle du groupe FICEP. Donc pour ceux qui ne connaissent pas FICEP, même si ça m'étonnerait, donc c'est le premier fabricant mondial de machines à commande numérique pour le secteur de la construction métallique. C'est une entreprise italienne dont la filiale française est basée à Bordeaux. Et donc on a travaillé avec eux depuis les débuts de l'entreprise, mais FICEP a racheté le capital de Steel Project en 2012. Donc on est présent dans le monde entier. D'une part par nos différents bureaux, donc on a notre siège qui est basé à Vienne, au sud de Lyon, mais on a également des bureaux en Italie, en Espagne, aux États-Unis, là où on a une filiale, au Canada, mais aussi au Brésil. À date, on a plus de 2000 clients installés dans le monde entier, donc vous pouvez voir sur la carte où ils se situent dans le monde, donc on en a un petit peu partout dans le monde. Pour information, on fait 75% à peu près de notre chiffre d'affaires à l'étranger, donc beaucoup d'exports, même si la France reste notre marché principal. Et enfin, on a une présence mondiale par le biais du réseau de FICEP, donc qui a 14 agents et filiales dans le monde entier, donc on est aussi présent à travers eux. L'entreprise a été fondée en 1994, donc on a fêté les 25 ans de l'entreprise l'année dernière. On a 42 employés à ce jour. Et enfin, la dernière information nous concernant est le fait qu'on est partenaire Microsoft Gold. Donc, on a des développeurs qui sont régulièrement testés par Microsoft et ça nous permet d'avoir des accréditations avec eux. Donc, ça témoigne de la fiabilité de nos solutions en termes de développement. Ensuite, je vais vous parler brièvement de nos solutions. Donc, vous aurez l'occasion de plus les découvrir à travers la présentation. Mais là, je vais vous présenter, on va dire, l'étendue de nos savoir-faire. Donc, on commercialise un logiciel qui s'appelle Steel Project PLM. Tous les modules sont regroupés sous une même interface. Ces solutions sont disponibles sur PC, mais également pour certaines d'entre elles sur une application mobile, donc qui est disponible sur tablette ou smartphone pour plus de mobilité. Dans le schéma, vous voyez donc l'étendue de nos savoir-faire, donc qui commence par l'import des dessins du bureau d'études. Donc, on est capable d'importer des dessins venant de différents logiciels de modélisation et en différents formats. Ensuite, de contrôler les dessins qui ont été importés, donc contrôler la géométrie et la faisabilité par rapport aux capacités de votre atelier. Ensuite, on a un module de gestion d'affaires, donc là où on va centraliser toutes vos affaires et les informations associées. Ensuite, des algorithmes de mise en barre et mise en tôle pour préparer la production de manière optimisée, donc sur la partie matière première. Là, l'idée, c'est d'optimiser la matière première un maximum. Ensuite, on propose une gestion des stocks et des achats, donc pour produire avec ce que vous avez en stock et éventuellement passer les commandes auprès de vos fournisseurs. Mais également des interfaces avec des logiciels externes. Si par exemple vous gérez vos stocks dans un ERP à l'heure actuelle, on est capable d'intégrer ces données, mais ça peut être aussi d'autres informations.
Ensuite, on propose une gestion de production. Donc, avant le lancement de la production, l'idée, c'est de préparer la production. On va y revenir plus tard. Ensuite, les 2 étapes d'après consistent en le lancement de la production. Donc, la première manière de faire, c'est la production automatique. Donc là, on va envoyer des programmes aux machines à commande numérique, des programmes qu'on crée dans notre logiciel. C'est le savoir-faire historique de l'entreprise. Ensuite, envoyer de la production sur des postes de travail manuel. Donc, ça peut être des postes de soudure, de peinture, mais également des machines qui sont pas équipées de commandes numériques. Et donc, de la production, on va être capable donc de récolter des informations. Comme vous pouvez voir, c'est symbolisé par cette flèche qu'on voit ici. Ensuite, on va être capable de gérer les expéditions, donc les gérer directement devant les quais de chargement. Je vous ai pas parlé du petit symbole Android là, qui signifie donc que ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles sur l'application mobile. Et on va être capable aussi de suivre le montage directement sur le chantier. Donc, je vous parlais de remontées de production. Donc, ces 3 flèches noires symbolisent toutes les remontées qu'on peut avoir de ces différentes étapes du processus. Et ça va nous permettre ensuite donc de suivre l'avancement en temps réel dans notre logiciel, d'analyser la production. Donc là, on va vraiment être sur l'analyse de performance. Et enfin, de gérer la traçabilité dans son ensemble, puisque c'est des problématiques de plus en plus présentes chez nos clients, notamment avec la norme N10 90 qui est de plus en plus présente et qui est un incontournable maintenant sur notre marché. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce que l'industrie 4.0, le thème de ce webinaire? Donc c'est une expression qui a été introduite pour la première fois en 2011 lors d'un salon en Allemagne. C'est pas une définition officielle, il n'existe pas de définition officielle de l'industrie 4.0, ça reste un concept. Donc ça correspond à la 4e révolution industrielle de l'histoire, d'où le 4.0. Donc pour rappel, la première révolution industrielle, donc 19e siècle, apparition de la production mécanique avec les machines à vapeur. La deuxième révolution industrielle, début du XXe siècle, avec l'apparition de la standardisation et donc la production de masse avec le Fordisme. C'est les premiers à avoir introduit ce genre de méthode. La troisième révolution industrielle correspond au début de l'automatisation, donc les premières machines commandées par des programmes informatiques, et ça s'est déroulé dans les années 70. Et enfin, ce qu'on appelle la 4e révolution industrielle, l'industrie 4.0, donc on va dire qui est apparue avec l'avènement d'Internet au 21e siècle, mais bon, même si elle est officielle depuis 2011. Et donc là, l'idée, c'est d'introduire toutes les nouvelles technologies de l'information disponibles dans les processus de production. Donc une autre manière de définir le concept serait de dire que ça correspond à des nouveaux modes d'organisation de la production en faisant converger le monde virtuel et le monde physique. Donc, afin de rentrer un petit peu plus dans le détail de ce qu'est l'industrie 4.0, je vais parcourir 8 concepts qui sont les plus couramment utilisés pour définir l'industrie 4.0. Et pour chacun, je vais vous donner des exemples pour vous aider à me situer. Donc le premier, c'est l'automatisation. On en a parlé avant. Donc c'est le fait de lancer de la production avec des programmes informatiques. Donc typiquement, c'est les machines à commande numérique que vous pouvez retrouver dans vos ateliers. Mais on peut aller encore plus loin avec des algorithmes un peu plus poussés pour piloter des robots, par exemple. Vraiment tout ce qui relève de la production automatisée. Le deuxième concept, c'est la connexion. Donc, c'est la capacité à lier plusieurs éléments entre eux. L'exemple typique, c'est les applications qu'on peut retrouver maintenant et qui vont être disponibles sous différents supports et qui communiquent tous entre eux. Donc, une application qui est disponible sur PC, smartphone, tablette, montre connectée, etc. Et donc, tous ces supports-là s'envoient des informations en temps réel. Le troisième concept, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc, c'est l'ensemble des objets connectés à Internet qui agissent comme des capteurs pour envoyer de l'information en temps réel. Je vous parlais des montres connectées, par exemple, une montre connectée que vous avez au poignet qui va mesurer tous vos pas dans la journée et remonter les informations dans une application pour les analyser ensuite.
Ensuite, on a l'intelligence et la simulation. Donc, c'est la capacité à simuler la production avant qu'elle démarre vraiment. L'idée, là, c'est vraiment d'anticiper les contraintes et optimiser la production. Donc, par exemple, des émulateurs que vous pouvez retrouver dans certains logiciels qui permettent de simuler les parcours d'usinage, par exemple, pour anticiper certaines collisions qu'il pourrait y avoir durant la fabrication. Le prochain concept, c'est ce qu'on appelle le big data. Donc, c'est la capacité à collecter, stocker et analyser un immense volume de données. Donc, par exemple, quand vous surfez sur Internet, les sites sur lesquels vous surfez vont récolter un certain nombre de données qui vous concernent, ce qu'on appelle des cookies, et qui vont pouvoir être exploités par ces sites-là à des fins marketing ou autres. Et voilà, c'est un exemple de big data que vous pouvez retrouver au quotidien. L'intégration des systèmes, donc là, c'est la capacité à échanger des informations entre différents logiciels pour arriver à ce qu'on appelle la continuité numérique. Donc l'idée, c'est plutôt que de ressaisir des informations à tous les stades dans votre entreprise, c'est beaucoup plus profitable pour vous d'échanger les données et de les envoyer entre les différents logiciels. Donc là, j'ai oublié de vous donner un exemple. On va dire si vous avez un ERP qui va dans lequel vous allez avoir toutes les données concernant les temps de présence des employés, vous allez pouvoir envoyer ces informations à un logiciel de paye pour éditer la paye, par exemple. Donc éviter énormément de travail de saisie par la suite. L'avant-dernier concept, c'est le cloud computing. Donc là, on est vraiment sur le stockage de données par Internet et non par des serveurs physiques. Donc un exemple au quotidien, c'est par exemple le fait de stocker vos photos sur le cloud pour les avoir à disposition n'importe quand et pas les avoir sur votre PC. Et si votre PC lâche et que vous perdez toutes vos photos, si vous les avez stockées sur le cloud, vous n'avez pas ce risque-là. Donc là, on optimise les flux de données et on les sécurise. Et enfin, le dernier concept qui définit l'industrie 4.0, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Donc là, c'est la prise en compte pour les entreprises des problématiques sociétales, environnementales et éthiques. Donc, par exemple, une entreprise qui va chercher à améliorer les conditions de travail pour ses employés ou alors qui va communiquer sur son impact en termes de protection de l'environnement. Donc, tout ça, c'est des exemples qu'on peut pour illustrer la responsabilité sociétale des entreprises. Donc voilà pour ce qui est de l'industrie 4.0. J'espère que ça vous aide à mieux cerner ce qu'il en ressort. Maintenant, l'idée, c'est de voir des exemples concrets appliqués à la construction métallique. Il faut savoir donc que nous, l'industrie 4.0, c'est quelque chose qu'on étudie beaucoup. C'est au cœur de notre stratégie de développement. On regarde beaucoup ce qui se fait sur les autres marchés et on essaye de mettre à disposition toutes ces solutions qui existent au marché de la construction métallique. Donc là, pour chacun, vous voyez, on a les 8 thèmes dont on a parlé. Et là, je vais vous présenter des exemples concrets, de ces concepts. Donc le premier exemple qu'on peut vous donner, c'est l'intégration. Donc là, on va parler d'intégration entre les différents systèmes. Donc dans le schéma que vous pouvez voir sur votre droite à l'écran, donc vous pouvez voir où notre logiciel se situe dans votre processus dans l'entreprise. Donc vous pouvez voir qu'on a des manières d'échanger des informations avec les différents autres logiciels, donc avec un ERP par exemple. Si vous avez besoin d'intégrer des données d'un ERP ou renvoyer des informations de production, on est capable de le faire. On va aussi avoir des interfaces avec les logiciels de modélisation, donc ceux qui sont utilisés par vos bureaux d'études pour dessiner vos affaires. On va aussi être capable d'échanger des informations avec des logiciels d'imbrication. Donc, si vous utilisez un logiciel de mise en tôle, par exemple, on va pouvoir s'interfacer avec. Et également avec des logiciels, ce qu'on appelle MIS, donc assez peu présents en France, mais beaucoup sur les marchés anglophones. Donc, ce sont des logiciels où là, on va être sur la gestion administrative des affaires. Et donc, nous, notre positionnement ici, on pourrait le définir par des termes un peu savants, mais c'est les termes qui sont utilisés sur le marché des logiciels. Donc, la première manière de nous définir, c'est par le CAM, donc en anglais Computer Aided Manufacturing. Donc là, l'idée, c'est de préparer la production et les pièces avant qu'elles ne démarrent vraiment. Donc, vérifier les pièces et les préparer en fonction de l'atelier. Le deuxième terme qui pourrait nous définir, c'est nesting, donc c'est toutes les imbrications. L'idée, c'est d'optimiser la matière, là, donc des algorithmes qui vont permettre d'optimiser la matière.
Et le troisième terme qui définit nos solutions, c'est donc MIS. Donc là, ça veut dire Manufacturing Execution System. Donc c'est tout ce qui relève du suivi de production, donc la collecte d'informations et tout ce qu'on va faire de toutes les données qu'on relève de l'atelier en temps réel, en suivi de production, pour analyser la production, etc. Donc toutes ces interfaces peuvent être. Donc on va rentrer dans le détail des interfaces qu'on a avec le logiciel de modélisation juste après. Et sinon, on peut échanger donc des informations avec un format qu'on appelle le PNI. C'est un standard qu'on a développé et qui permet d'échanger des informations en temps réel et très rapidement avec d'autres logiciels. Ça peut être aussi avec un ERP. Et enfin, la dernière manière d'échanger des informations, donc c'est avec des interfaces spécifiques. On a des développeurs qui sont là pour ça, qui développent des interfaces avec des ERP les plus connus. Et là, ça vous permet d'importer et d'exporter des informations en temps réel. Donc, c'est vraiment quelque chose de critique pour vous, la capacité à interagir avec tous les autres logiciels. Donc là, on va voir d'autres exemples concrets pour ce qui est de la partie modélisation, donc les interfaces CAO. Donc, comme je vous disais précédemment, on est capable d'importer des informations venant des logiciels les plus couramment utilisés sur le secteur, donc Tekla Structure, AutoCAD, BoCAD, Advanced Steel, SolidWorks, etc. En différents formats, donc des formats que vous connaissez, des DSTV, DXF, DWG, STEP, etc. L'idée va être d'importer un certain nombre d'informations. Donc, premièrement, concernant la composition des affaires. Donc là, comme vous pouvez voir sur cette slide, sur cette capture d'écran, pardon, la répartition des types de profils sur une affaire, donc en quantité ou en poids. Ensuite, des informations liées au poids d'une affaire, à sa surface, au nombre de repères secondaires, nombre d'assemblages, etc. Et enfin, le dernier type d'information qu'on va importer grâce à ces interfaces, c'est la géométrie des pièces. Donc, on va mettre en relation la géométrie des pièces avec et les transformer en usinage. Et par exemple, si vous importez des informations d'AutoCAD, donc il y a un logiciel de modélisation 2D, on va être capable de générer la 3D dans notre logiciel et visualiser grâce à un moteur 3D qu'on va voir par la suite. Donc en plus de ces interfaces traditionnelles que vous devez probablement connaître, on a développé des interfaces plus avancées, donc le format XML avec Tekla Structure et le format IFC qui est un standard mondial. Donc ces deux formats sont des formats beaucoup plus riches en informations et qui vont permettre un certain nombre de choses après en production. Donc l'idée avec un format XML, donc c'est d'avoir des informations plus riches qui viennent du modèle. Donc là, on va importer la structure entière des affaires, donc les projets, les phases, les assemblages et les repères secondaires. Ce qui va nous permettre ensuite dans le logiciel de visualiser en 3D les assemblages, donc pas seulement les pièces, mais aussi les assemblages grâce au moteur 3D. Ensuite, on va importer les informations de soudure qui ont été paramétrées. On va être également capable d'importer un seul fichier pour une affaire. Donc, au lieu d'exporter des centaines de DSTV, par exemple, pour une affaire, on va avoir un seul fichier. Et enfin, puisqu'on connaît les informations d'assemblage, on va être capable de générer les lignes de scribing. Donc, pour information, pour ceux qui ne connaissent pas, le scribing, c'est une technologie qui a été inventée par FICEP qui permet de venir marquer sur les pièces l'emplacement des pièces qui vont venir être soudées. Donc, ça permet d'éviter les erreurs et de gagner énormément de temps sur les postes de soudure ou d'assemblage. Et en plus de ça, on va être capable d'optimiser ces lignes de scribing. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Claude qui va vous montrer un exemple d'un export dans Tekla Structure et ensuite des pièces qu'on a importées dans notre logiciel. Merci Geoffrey. Bonjour à tous. Déjà, donc je suis Claude Fattier. Déjà, je vais partager mon écran, ce sera plus simple. Donc, je suis Claude Fattier, le commercial en charge du marché français. Donc, voilà mon écran. Donc, je vais pouvoir maintenant vous expliquer la macro XML. Donc, cette macro XML a été développée il y a une douzaine d'années. Elle a pour intérêt de pouvoir exporter l'ensemble d'une affaire depuis Tekla vers PLM. Donc, le fichier 3D que vous avez actuellement à l'écran, pour pouvoir l'exporter dans PLM, je vais vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, j'ai ma macro XML là-haut. Je viens cliquer dessus. Ensuite, j'ai quelques informations, telles tout le modèle, la sélection, l'endroit où je veux stocker ça. Et il suffit après que je valide directement et ça va m'envoyer directement le XML à travers PLM. Donc, pour pouvoir le retrouver, maintenant, on va vraiment voir l'intérêt de la chose. Donc, je vais faire import, Tekla. Je viens récupérer le fichier que j'ai créé précédemment. OK, donc en fait, il vient scanner un petit peu tout ça. Il vient récupérer l'ensemble des informations. Donc, je vais appeler ça ce fichier webinaire.
Très bien, c'est pour pouvoir le retrouver plus facilement ensuite. Et là, on va laisser un petit peu mouliner. Donc, vous avez vu, c'est extrêmement rapide du côté Tekla. On est sur 3 clics. Là, on est également sur quelque chose d'extrêmement rapide de mise en œuvre. C'est également 3 clics. Je fais OK. Et puis maintenant, lorsque je viens dans ma gestion d'affaires, je vais récupérer le fichier que je viens de créer à l'instant. Donc, j'ai mon fichier webinaire ici, dans lequel je vais retrouver des plans ou des phases. Et également, après coup, je vais pouvoir maintenant retrouver mes assemblages en 3D. Donc, vous voyez, l'intérêt de la chose, c'est qu'ici, on a vraiment les assemblages en 3D. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. La grosse avancée par rapport à des fichiers DSTV, c'est que là, en fait, on va récupérer l'ensemble de l'affaire depuis Tekla. Donc, c'est vraiment extrêmement probant. Donc, là, par exemple, lorsque je suis sur cette affaire-là, sur cet assemblage-là, si je viens sur les repères secondaires, je vais trouver également en fait, les tôles qui sont liées à cet assemblage-là. Excusez-moi. Petite chose également très importante, maintenant, donc vous voyez, on a plusieurs affaires. Si j'en prends une ici, donc c'est une affaire où j'ai pas mal de choses, on va pouvoir maintenant rajouter du scribing. Donc le scribing, soit il est positionné par défaut dans l'affaire Tekla, mais le gros intérêt, c'est qu'on va pouvoir maintenant les optimiser et pouvoir faire des choses un petit peu différentes. Donc, pour ce faire, on fait clic droit sur mon assemblage, je fais ajout du scribing. On peut ajouter déjà des détrompeurs. Donc, l'intérêt, lorsqu'on a des tôles ici, c'est qu'on va pouvoir rajouter des détrompeurs. On peut ajouter des marquages pour pouvoir marquer les tôles aussi bien que les profilés. Et puis maintenant, lorsque je viens dans Profil, ici, j'ai la gestion du scribing à proprement parler. Donc là, actuellement, je suis en scribing complet, quelle que soit la notion de profilé que j'ai. Si je fais du partiel appliqué partout, vous voyez, en fait, on a déjà optimisé un petit peu le temps à passer pour faire nos scribing. Si on veut aller un petit peu plus loin, là, j'enlève le milieu, je fais appliquer partout, et comme ça, je n'aurai que les coins de mes tôles ou de mes profilés en scribing. Donc, pour ce faire, je fais simplement OK, je vais valider. Il va calculer un petit peu. Donc là, maintenant, il a fini de calculer. Je viens maintenant dans mes repères secondaires ici. Donc déjà, je passe sur mes tôles, mes repères secondaires. Donc on voit le détrompeur sur chacune de mes tôles. Si maintenant je prends ici mon profilé, si je regarde un petit peu sur le côté ici, vous voyez, en fait, j'ai un marquage qui m'indique la tôle que je vais utiliser, la F26. Donc c'est la tôle que j'ai utilisée précédemment. Et surtout, on a son positionnement. Donc là, on va venir positionner là. On a le détrompeur ici, ce qui va permettre pour l'assembleur et le soudeur de pouvoir faire une mise en place extrêmement rapide et extrêmement facile. C'est-à-dire qu'on va minimiser les risques par rapport en fait, aux assemblages et aux soudures. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant au quotidien. Donc là, petite chose aussi, j'ai fait du scribing simplement sur un assemblage, mais on est capable de faire du scribing également sur une affaire complète. C'est-à-dire que je prends une affaire complète et je vais pouvoir dire « change-moi tous les scribing ». Donc ça, c'est aussi assez opportun si, par exemple, vous avez des études qui reviennent de l'extérieur, avec du scribing peut-être appliqué sur chacune des pièces, et bien là, on va pouvoir modifier tous ces scribing. D'accord ? Donc, je vais redonner la parole à Geoffrey. Merci Claude. Voilà, c'était un exemple typique donc des gains de productivité que vous pouvez réaliser juste en récupérant de l'information qui est déjà disponible et en évitant de la ressaisir. J'ajouterais pour finir que particulièrement en ces temps où les déplacements dans les ateliers sont à minimiser, c'est extrêmement important. Vous avez donc là pour un opérateur sur un poste de soudure toutes les informations disponibles, pas besoin d'avoir du papier et à lire des plans industriels et prendre des mesures. Là, vous avez toutes les informations sur les pièces. Donc, quelles sont les pièces concernées, où elles vont venir être soudées, etc., etc. Donc là, c'est vraiment important, d'autant plus par les temps qui courent et les nouvelles organisations que vous devez mettre en place sous la contrainte. Un dernier exemple d'intégration des systèmes, donc toujours avec Tekla Structure, c'est la possibilité de suivre l'avancement de vos affaires directement dans le modèle 3D. Donc on verra plus tard qu'on peut suivre l'avancement de la production par des systèmes de code couleur
qu'on va allouer à chaque poste de travail dans l'atelier, et on va être capable d'appliquer ces codes couleurs directement dans le modèle Tecla. Donc là, par exemple, sur cet exemple, le vert foncé correspond au débit, donc on sait que toutes ces pièces sont déjà passées par le débit. Donc c'est le dernier poste concerné dont la couleur va être appliquée. Donc c'est très visuel. Si vous avez besoin de partager ces informations avec des clients, par exemple, c'est autrement plus interactif que de le faire avec des tableaux Excel. Donc voilà pour l'intégration des différents systèmes. Maintenant, on va passer à l'intelligence et la simulation. Donc dans cette slide, je vous parlais de ce qu'on appelle l'atelier virtuel dans Steep Project PLM. Donc l'idée, c'est de pouvoir configurer votre atelier entièrement dans notre logiciel, donc que ce soit les postes de travail manuels ou les machines à commande numérique, pour chacun de définir tous les usinages disponibles et de ces informations-là en déduire des flux de travaux dans l'atelier. Donc définir vos gammes d'usinage en fonction de différents paramètres et donc de voir les différents flux pour chaque pièce ou groupe de pièces que vous allez envoyer en production. L'idée, c'est que si vous avez deux machines capables de faire les mêmes usinages, vous allez pouvoir donc allouer à différentes machines pour éviter qu'il y en ait une qui soit surchargée et l'autre qui le soit moins. Donc ça vous permet d'éviter les goulots d'étranglement. Et enfin, la deuxième chose importante avec l'atelier virtuel, c'est les temps estimatifs de production. Donc, on va appliquer des formules dans notre logiciel qui vont être calculées en fonction de la géométrie des pièces qui a été analysée. Et pour chaque pièce ou groupe de pièces qu'on va envoyer en production par la suite, on va être capable de voir combien de temps ça va prendre sur chaque machine et par usinage. Donc ça vous aide aussi à planifier votre production. Toujours dans l'intelligence et la simulation. Donc, on a des algorithmes de mise en barre et mise en tôle dans notre logiciel dont je vous ai parlé. Donc, pour notre mise en barre, en fait, ce sont des algorithmes assez avancés et qui sont dédiés au secteur de la construction métallique. On n'est pas vraiment là sur des mises en barre qui vont juste servir à faire des appros. Donc là, on va vraiment être dans le détail. Donc, par exemple, comme vous voyez sur cette capture, on va être capable de superposer des jarrets entre eux pour vraiment optimiser l'utilisation de matière au maximum. Donc ensuite, pour la mise en tôle, on va avoir un certain nombre de possibilités aussi. Donc, comme vous pouvez voir dans cet exemple, si on a des machines qui sont capables de gérer des coupes communes, on va pouvoir les configurer dans notre logiciel et optimiser les séquences d'usinage par la suite. Donc, c'est pour vous donner des exemples des performances de nos algorithmes de mise en barre et mise en tôle. Donc, je vais repasser la parole à Claude qui va vous montrer un exemple de mise en barre et un exemple de mise en tôle. Je partage de nouveau mon écran pour les mises en barre, mises en tôle. Donc, pour ce faire, j'ai déjà préparé des mises en fabrication dans lesquelles on va retrouver divers profilés et des tôles. Donc, je viens directement sur mes mises en fabrication ici. Donc, on va trouver webinaire, profilé, webinaire, tôle. Donc ici, elles apparaissent en rouge actuellement car elles ne sont pas traitées. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas imbriquées dans un nesting. Donc en fait, ça vous permet très vite visuellement de voir qu'est-ce qui est déjà traité, qu'est-ce qui n'est pas traité. Donc si je m'occupe déjà des profilés, je vais faire mise en barre ici. Donc là, le logiciel va importer l'ensemble des pièces dans la mise en barre et va pouvoir me permettre effectivement de les intégrer directement. D'accord ? Donc là, j'ai les pièces, je vais les valider. Ça me crée en fait un bon de débit ici. Et puis ce que je vais faire ça maintenant en automatique. Donc j'ai divers choix ici. Donc au niveau de mes choix, je peux lui laisser un petit peu de temps pour faire du calcul un petit peu plus longtemps. Je peux afficher plusieurs solutions. Les résultats qui se trouvent ici, limiter les chutes, limiter le nombre de barres, limiter les riblons. D'accord. Donc là, je vais faire simplement OK. Je vais laisser au logiciel le temps de pouvoir travailler un petit peu, optimiser mes coupes. Donc là, déjà, vous voyez, il me propose divers barres. Donc, il me propose 3 barres dans lesquelles je vais retrouver mes pièces. Donc, en l'occurrence, ici, c'est des jarrets. Donc, vous voyez, l'intérêt déjà, c'est qu'on peut imbriquer des jarrets entre eux et on va créer des coupes connues. Et puis, lorsque visuellement, vous voyez, ici, je retrouve également plusieurs codes couleurs sur mes pièces. Donc, si je m'approche un petit peu, donc là, on va trouver du rouge. Typiquement, le rouge, c'est de la chute. Et puis, petite chose intéressante, vous voyez, également, on va retrouver dans ma mise en barre ici, du vert. Ça, c'est des chutes qu'on va pouvoir réintégrer pour la suite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer pour d'autres mises en fabrication plus tard. Donc,
Ici, l'intérêt des mises en barre automatiques, c'est vraiment de pouvoir économiser de la matière, du temps, parce qu'en fait, la mise en barre est faite directement dans PLM, donc au bureau, et non pas sur la machine. Donc, c'est un vrai plus au quotidien. Et puis ici, c'est vraiment, on va voir visuellement en 3D le résultat. Donc, c'est vraiment extrêmement intéressant. Sur le long terme, on a vraiment des gains de productivité. Donc là, je vais valider maintenant ma mise en barre ici. C'est parfois un petit peu long avec Zoom. OK. Donc en fait, il est en train de faire la mise à jour aussi du stock par la même. Donc là, voilà, parfait. Donc maintenant, une fois que j'ai ici, je vais pouvoir quitter ma mise en barre. Donc ma mise en barre maintenant est faite. Donc elle apparaît en vert dans mes mises en fabrication. Si je viens maintenant sur la mise en tôle, excusez-moi, je vais cliquer sur mise en tôle. Donc c'est un petit peu le même principe. Donc le logiciel va charger l'ensemble des tôles que j'ai dans ma mise en fabrication. Et va me proposer maintenant après, donc il va scanner, il va traiter lui-même directement automatiquement par épaisseur. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs épaisseurs dans votre projet, eh c'est lui qui va trier un petit peu tout ça. Donc je valide simplement pour l'instant ici. Et puis, de la même manière que j'ai fait tout à l'heure, je viens dans automatique, je fais OK. Et en fait, là, il va venir scanner l'ensemble de mes pièces pour pouvoir m'imbriquer tout ça dans des tôles. Donc, c'est plus ou moins lent suivant le nombre de pièces. Donc là, il est en train, vous voyez, d'imbriquer dans de la tôle de 8 actuellement. À la fin, en fait, il va me poser une question. Donc ici, lorsque j'ai une machine qui est capable de faire de l'oxycoupage ou du placement, et en fait, je vais lui donner ce que je vais utiliser comme source. Donc j'utilise le placement, le 2. Si j'avais voulu utiliser l'oxy, j'aurais mis simplement 1. Donc là, 2 également. En fait, il me propose ça sur chacune de mes tôles. D'accord. Donc maintenant, lorsque je suis ici, je vais faire l'aperçu et je vais pouvoir retrouver mes tôles directement là, à ce niveau-là. D'accord. Donc on voit bien qu'il a cherché à imbriquer au mieux les ensembles. Donc je valide. Et puis maintenant, lorsque je suis ici, je fais simplement quitter. Et donc on voit bien maintenant que mes deux mises en barre et mes mises en tôle sont passées en vert, donc imbriquées. Et après, il suffira maintenant de faire un clic droit dessus et de faire envoi production. Donc vous voyez, c'est très simple de mise en œuvre, très rapide. L'intérêt vraiment de ces deux modules-là, c'est d'avoir un gain de temps, effectivement, sur la mise en œuvre et sur le nesting, mais également sur la matière sur le long terme. Geoffrey, si tu veux reprendre la main. Je reprends la main. Merci Claude. Donc juste pour compléter ce que disait Claude, on a aussi la possibilité d'éditer un certain nombre de rapports dans lesquels vous allez pouvoir analyser les taux de chute et taux de riblon sur chacune des imbrications que vous allez faire. Donc ça vous permet de suivre sur le long terme réellement les économies de matière réalisées. Un autre exemple d'intelligence et de simulation qu'on propose dans le logiciel, c'est la gestion des technologies d'usinage. Comme je vous ai dit, on va importer des pièces et l'idée ensuite, ça va être de les ajuster éventuellement en fonction de votre atelier réel. Donc par exemple, si vous avez des contraintes au quotidien, par exemple un forêt qui peut lâcher, ça peut arriver. Si vous voulez pas stopper l'ensemble de la production, vous allez pouvoir par exemple changer les diamètres de tous les perçages sur une affaire, ou alors les substituer par une autre technologie comme du poinçonnage par exemple. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de ce que vous pouvez faire pour modifier vos pièces. Donc pas seulement unitairement, hein, vous pouvez le faire au niveau d'une affaire complète. Donc vous allez pouvoir substituer un certain nombre d'usinages par d'autres et faire tout un ensemble d'ajustements comme ça pour optimiser vos envois en production. Vous aurez aussi la possibilité d'utiliser un logiciel de dessin 2D dans le logiciel directement pour créer des nouvelles pièces ou en modifier certaines. Et enfin, la dernière chose intéressante, c'est le fait de pouvoir vérifier les pièces. Donc, on a un outil qui va venir scanner toutes les pièces, vérifier si les géométries des dessins importés sont correctes. Et enfin, si vous avez la possibilité dans votre atelier de faire tous les usinages requis. Pour reprendre l'exemple des forêts, si vous avez des perçages de 12 mm, mais que vous n'avez pas l'outil, vous avez que des 14 mm par exemple, donc vous allez pouvoir effectuer tous ces changements. Donc, vous assurez de ne pas envoyer des pièces avec erreur en production.
Maintenant, on va passer à la partie automatisation. Comme je vous disais plus tôt, donc c'est le savoir-faire historique de l'entreprise. C'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs avec FICEP depuis des années. Donc, on est capable de convertir les dessins du bureau d'études en programmes pour les machines à commande numérique, après les avoir ajustés si besoin, comme je vous disais. Mais en plus des programmes qu'on peut générer donc pour les pièces ou pour les barres ou les mises en tôle, par exemple, on va aussi être capable de créer des programmes pour des convoyeurs automatiques. Donc, FICEP propose également des convoyeurs automatiques qui permettent d'acheminer les pièces automatiquement d'un poste d'une machine à une autre. Et vu qu'on connaît les flux de travaux dans notre logiciel, on va être capable de créer les programmes pour acheminer les pièces en conséquence. Donc là, on est vraiment sur une production totalement automatisée pour les postes de débit. Excusez-moi. Maintenant, on va passer à la partie connexion et je vais vous parler donc de la première application mobile qu'on propose, qui s'appelle le Workshop Assistant et qui permet de gérer les postes manuels de manière digitalisée. Et donc, ça peut être des postes de soudure, mais également des machines pas équipées de commandes numériques ou alors des postes d'expédition, comme vous pouvez voir sur la photo. Donc, l'idée, là, ça va être d'envoyer des bons de travaux à des opérateurs. Et dans l'application, les opérateurs vont saisir un certain nombre d'informations donc liées aux pièces qu'ils ont fait, les temps de production, des informations de traçabilité à ajouter. Donc, voilà, je vais repasser la parole à Claude qui va vous montrer concrètement un exemple donc du Workshop Assistant. On l'a sur PC, mais aussi sur application mobile. Dans cet exemple, Claude va vous montrer l'application mobile. Là, je vais montrer effectivement Workshop Assistant sur l'application mobile. Donc, au départ, lorsqu'on est ici, on va pouvoir déjà décider donc, de cliquer sur le Workshop Assistant, tel que c'est le cas ici. On peut venir scanner un badge au nom de l'employé. C'est-à-dire que là, ils peuvent avoir des badges, en fait, simplement, ils viennent scanner. Donc ça va pouvoir nous permettre de pouvoir lancer le calcul de temps sur la journée. Donc, on vient sur le calcul. Et là, on a plusieurs, en fait, ateliers. Donc, on a la 1103 DVB, l'assemblage, des choses comme ça. Donc, on va cliquer sur l'assemblage. Donc là, ça permet de lancer le calcul de temps, l'assemblage est démarré, et le soir, en fait, on viendra se déloguer une fois la journée finie. Ensuite, ici, on a une autre solution qui va pouvoir maintenant nous permettre d'aller chercher directement des mises en fabrication ou des assemblages. On peut venir scanner des QR codes ou des codes barres, et ça va nous envoyer directement, en fait, sur les bons assemblages. Donc ça, c'est une façon de travailler, mais on peut faire la même chose de manière manuelle. C'est-à-dire que là, on va venir chercher sur assemblage. On va choisir l'affaire sur laquelle on va travailler. Donc, on va venir filtrer une affaire. Donc là, la mise en fabrication. Là, on va prendre le webinaire profilé. On va appliquer le filtre dessus. Et ça va nous amener directement en fait, sur les assemblages sur lesquels on doit travailler maintenant. D'accord ? Donc, on a une liste ici directement. Donc, on va venir choisir le dernier de la liste. Quand on clique dessus, ça va nous ouvrir directement. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir maintenant voir directement dans l'application en 3D notre assemblage. On peut faire des zooms, des rotations de la pièce. Donc, vous voyez, c'est extrêmement intéressant pour les assembleurs. Ça permet de visuellement voir ce qu'ils ont à faire. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est très, très ludique aussi. Ensuite, ici, on a également une autre chose qui va être très importante au quotidien, c'est les détails de l'assemblage. Quelles sont les pièces que l'on va utiliser pour pouvoir faire notre assemblage. Donc là, en l'occurrence, on a des tôles de 8 F13, tôles de 8 F5 et notre IPE 360. D'accord. Donc ça, c'est vraiment des outils d'analyse en amont pour l'assembleur. Et ensuite, là, il va pouvoir commencer son chronomètre. Donc là, le chronomètre est parti. Donc maintenant, on va pouvoir rajouter également des indications de traçabilité. Donc typiquement, on peut rajouter, venir faire un scan du code barre du fil utilisé ou de choses comme ça, typiquement. Donc là, on va valider le scan. Et puis, à tout moment, on peut venir mettre en pause le calcul. C'est-à-dire que là, si j'ai la pause déjeuner, vous voyez, en fait, le chronomètre va pouvoir s'arrêter. Et il suffit, à la fin de la pause déjeuner, qu'on le relance. Et puis là, à la fin du projet, on va faire stop, confirmer. Donc, dès qu'on a fait confirmer, on va envoyer les informations directement dans PLM. Vous voyez, c'est quand même extrêmement intéressant.
et extrêmement ludique. Également, toujours dans la même notion, donc là, on peut rajouter maintenant des opérations. Donc là, on va rajouter une opération de maintenance. On va dire sur quelle affaire on va imputer le temps passé à faire cette opération de maintenance. Donc, en l'occurrence, FICEP Open House. On va rajouter une durée, forcément. Donc là, on va rajouter 2 heures de maintenance en fait effectuée au poste d'assemblage pour l'affaire FICEP Open House. On valide. Et là, en fait, on a envoyé directement aussi l'information à travers PLM, comme quoi on a fait de la maintenance sur cette affaire FICEP Open House. Donc, l'intérêt ici, c'est c'est des choses qui sont portables aussi bien sur les PC, des tablettes en Android ou alors en Windows, mais également en fait sur des smartphones en Android. Donc, je vais repasser la main à Geoffrey. Ça marche, merci Claude. Et pour refaire le parallèle, comme je vous parlais tout à l'heure, donc des nouvelles organisations auxquelles vous êtes contraintes, notamment le fait de limiter les déplacements dans l'atelier, l'application mobile prend tout son sens, puisque là on va envoyer les bons de travaux de façon numérique, pas besoin de donner du papier aux opérateurs, de se déplacer dans l'atelier pour rien. Donc toutes ces le fait de pouvoir éviter ces déplacements, ça prend vraiment tout son sens avec l'application mobile, hein, pour rebondir sur l'actualité. Un autre exemple de connexion par rapport à nos solutions, c'est les différents systèmes de scan qu'on peut implémenter dans le logiciel. L'idée des systèmes de scan, ça va être de faciliter la saisie à n'importe quel moment du processus. Donc, par exemple, quand on va envoyer un programme à une machine commande numérique, on va pouvoir aussi générer un code barre que l'opérateur va pouvoir exécuter à l'aide d'un scanner pour lancer le programme directement, au lieu de le sélectionner dans la commande numérique. Ensuite, donc, comme je vous disais, c'est compatible avec les PC ou les applications mobiles. On est capable de relier ces systèmes de scan à notre application mobile via le Bluetooth, et on va gérer des codes barres ou des QR codes, de plus en plus utilisés maintenant. Et donc, il y a deux choses qu'on va pouvoir scanner. La première, c'est les pièces. Donc, pour identifier les pièces, on va générer des étiquettes qu'on va pouvoir coller sur les pièces pour les identifier et les scanner. Et la deuxième chose, pour l'application mobile, c'est pour remplacer des actions qu'on pourrait faire. Si vous avez des opérateurs qui utilisent des gants, ce qui doit sûrement être le cas, par exemple, sur des postes de soudure ou de peinture, au lieu de naviguer dans l'application, on va substituer tous les clics qu'on peut faire dans l'application par des codes barres. Donc, de cette manière-là, l'opérateur va pouvoir tout faire avec un système de scan pour encore plus optimiser la saisie des informations dans l'application. Un autre exemple de connexion, c'est la gestion multisite. Donc, je vous parlais d'un atelier virtuel tout à l'heure. On a la possibilité d'en configurer plusieurs. Si vous avez plusieurs sites à distance, vous pouvez gérer tout de la même manière à distance. Donc, envoyer de la production, avoir toutes les mêmes fonctionnalités dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais le faire à distance. Maintenant, on va passer à l'Internet des objets. Je vais vous parler du superviseur d'atelier. Donc, c'est un tableau qui se présente sous cette forme qu'on a dans notre logiciel et qui permet de suivre en direct ce qui se passe dans l'atelier. Donc, c'est une connexion en temps réel. Donc, vous allez pouvoir voir rapidement quelles sont les machines, donc automatiques ou non, qui sont à l'arrêt ou en stop. Si vous avez d'éventuelles alarmes sur la machine qui sont en cours, quel est le programme qui est en train d'être exécuté, la dernière fois qu'on a remonté de l'information, quel est l'opérateur qui est en charge, etc. Donc, on a un certain nombre d'informations qu'on peut voir en direct. Une fois de plus, ça évite les déplacements dans l'atelier. Et là, en une seule interface, on voit ce qui se passe en direct dans l'atelier. Et on a aussi un système de messagerie qui a été intégré depuis l'année dernière dans le logiciel et qui permet d'envoyer des messages via un système de messagerie directement intégré dans l'application. Donc l'intérêt, c'est qu'on n'a pas à aller utiliser un autre système de messagerie externe et que tous les messages qui vont être échangés vont être stockés, et ça va être d'autant plus d'informations de traçabilité qui pourront être exploitées après. Si vous donnez les instructions à un opérateur depuis le bureau, par exemple, ce sera tout enregistré dans la base de données. Un autre exemple d'Internet des objets, donc c'est toute la remontée d'informations qu'on peut avoir depuis la production. Donc, je vous en ai parlé plusieurs fois depuis le début de cette présentation. Donc, on a plusieurs manières de collecter de l'information dans notre logiciel. La première, c'est de manière automatique, donc avec les commandes numériques qui renvoient des informations automatiquement dans notre logiciel.
On a également l'application mobile Workshop Assistant ou sa version PC qui peut être installée sur les postes manuels. Donc depuis l'atelier, mais depuis aussi les expéditions et depuis le montage. L'application est disponible maintenant avec le réseau 4G, donc plus besoin d'avoir le Wi-Fi. Donc les personnes présentes sur le chantier peuvent relever tous les assemblages qui sont montés au fur et à mesure. Donc de toutes ces informations qu'on va récolter, on va pouvoir ensuite donc introduire la partie big data. Donc qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces informations? Donc la première chose, c'est du suivi de production en temps réel. Donc je vous en parlais tout à l'heure, on a un système de code couleur par poste de travail et de cette manière-là, à différents niveaux, on va pouvoir suivre l'avancement de la production. Donc, ça peut être au niveau d'une affaire, mais ça peut être aussi au niveau des phases, des assemblages, des repères secondaires, des mises en fabrication aussi, qui est notre moyen de suivre votre production, des imbrications, des lots, etc. Donc différents niveaux de détail pour consulter l'avancement de la production. La deuxième chose qu'on va pouvoir exploiter grâce à toutes ces remontées, la deuxième chose qu'on va pouvoir faire, c'est d'analyser les performances de l'atelier. Donc ça, c'est pareil à différents niveaux. Donc là, je vous ai mis l'exemple de la deuxième application mobile qu'on commercialise, qui s'appelle Production Analysis, et qui permet sur des périodes de temps d'analyser la productivité des machines FICEP que vous avez dans votre atelier. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible qu'avec les machines FICEP pour le coup. Et voilà, on va pouvoir analyser la performance des machines de cette manière-là, mais vous avez aussi un certain nombre d'autres graphiques que vous pouvez éditer pour suivre la performance des opérateurs. Claude vous a montré tout à l'heure que les opérateurs peuvent rentrer des informations de production, mais des opérations. Donc, on va savoir comment ils occupent leur temps dans une journée et donc analyser leur performance. Et voilà, donc il y a différents niveaux de détails qu'on peut consulter pour analyser les performances de l'atelier. Et la troisième chose qu'on va pouvoir faire grâce à toutes ces collectes d'infos, c'est la gestion complète de la traçabilité. Donc, il y a deux niveaux d'analyse de la traçabilité. Le premier, c'est la traçabilité de la production. Donc, concrètement, qui a produit quoi, quand, où, par quel biais, et donc comment. Donc, avoir toutes ces informations-là. Donc, automatiquement des machines à commande numérique, manuellement des postes manuels. Et la traçabilité de la matière. Donc, on va pouvoir créer des numéros des numéros d'identification à suivre. Donc, dès que vous recevez de la matière d'un fournisseur, on va créer un numéro d'identifiant associé à un numéro de coulée qu'on va suivre ensuite pendant tout le processus. Donc, à saisir manuellement. Donc, pour suivre donc quel numéro de coulée a servi pour quelle pièce jusqu'au site de montage. Et la deuxième chose, c'est le fait de pouvoir renseigner des informations concernant les consommables. Donc, Claude vous en parlait tout à l'heure. Quel fil de soudure a été utilisé sur tel assemblage, avec quel baril de peinture sur quel assemblage ou quelle pièce. Donc, différents niveaux de détail peuvent être consultés aussi. Et la finalité dans tout ça, ça va être d'éditer des dossiers de traçabilité. Donc, toutes les informations qui ont été récoltées peuvent être éditées très rapidement dans un dossier de traçabilité, un document Excel ou un PDF en fonction de ce que vous voulez avoir dedans. Et donc là, très facilement, vous éditez ce dossier et ça vous permet de gérer la norme EN 1090 dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, je vais repasser la main à Claude qui va vous montrer tout ce qu'on peut faire concrètement en termes d'analyse de tout ce qu'on a récolté et dont je viens de vous parler tout de suite. Support en fait à ces notions d'analyse. Ici, je vais récupérer donc une affaire qu'on a depuis tout à l'heure, la FICEP Open House. Donc, on a déjà des codes couleurs, vous voyez, qui apparaissent dans un premier temps, mais là, on va maintenant aller un petit peu plus loin dans la notion d'analyse et la gestion de production. Donc, je vais faire analyse ici. Ça va m'ouvrir en fait une nouvelle page un petit peu analytique de tout ce qui est actuellement sur mon affaire. Donc là, j'ai la mise en fabrication, donc j'ai imbriqué 100% de mon affaire, donc je n'ai plus une pièce qui est en dehors. Par contre, si je redescends un petit peu maintenant, dans mes imbrications, je vois que toutes mes imbrications n'ont pas été usinées. C'est normal, en fait, j'ai quelques pièces qui n'ont pas été usinées actuellement, et en fait, je retrouve également à côté ici, dans les camemberts, vous voyez, de la production qui n'a pas été jusqu'au bout. Donc ça, c'est assez intéressant. Pourquoi? Ça permet de manière assez visuelle de dire qu'est-ce qui a pu être fait, qu'est-ce qui n'a pu être fait. Et on va retrouver ça en termes de quantité, en termes de poids ou en termes de temps. D'accord? Également sur le côté, donc le type de suivi, on a la même chose, mais plutôt sur un type analytique avec des pourcentages. D'accord? Donc j'ai 100% envoyé, j'ai 95% d'usiné. Et par contre, de l'assemblage n'est pas encore fait dessus, et de la peinture non plus. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Donc si maintenant je viens dans mes imbrications,
je vais trouver diverses imbrications ici. Et si je double-clique sur cette imbrication-là, donc là, j'ai des temps total, machine en attente. Mais j'ai surtout de la comparaison. Donc ça peut me permettre de dire, ben voilà, j'avais prévu sur cette pièce-là de mettre 27 minutes. Et en fait, je suis à 35 minutes. Donc, c'est plutôt bien. Mais si par contre, j'ai passé 1 heure, c'est peut-être pas si bien que ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je retrouve également la composition et puis les alarmes et messages si il y en a en fait en remontée depuis la machine FICEP. Donc là, je vais faire fermer ici. Si je continue un petit peu maintenant, dans les assemblages, donc là, c'est un tableau qui est assez intéressant lorsqu'on est sur des pièces qu'on est prêt à être assemblées. Donc là, actuellement, vous voyez, prêt à assembler, j'ai que du vert. Donc c'est parce qu'en amont, toutes mes pièces ont été usinées, sont prêtes à être assemblées. Donc, mais par contre, les seules qui sont assemblées actuellement, c'est celle-ci. D'accord? Mon assemblage est là. Mais ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que je vais ouvrir ce panel-là. Si j'ai les zones qui sont blanches ou orangées, et en fait, je ne suis pas capable d'assembler les pièces. Donc ça, c'est vraiment de la gestion de production au moment donné, de pouvoir dire, en fait, ce projet-là est plus urgent peut-être qu'un autre projet, donc je vais pouvoir déloguer un de mes assembleurs ou un de mes soudeurs, typiquement. Donc ensuite, sur les pièces, là, en fait, ça rejoint un petit peu, c'est un tableau synthétique de ce qu'il y en avait précédemment. Qu'est-ce que j'ai envoyé? Ici, qu'est-ce que j'ai usiné? Là, en fait, vous voyez qu'on a du orange, donc ça, pour l'instant, ça n'est pas usiné. Et là, on retrouve également des choses en rouge, tout ce qui n'est pas assemblé, tout ce qui n'est pas peint. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment un tableau assez synthétique et c'est extrêmement parlant. C'est facile de l'ouvrir, de dire, voilà, j'en suis effectivement à un avancement donné, tout est envoyé, tout est usiné. Ah non, vous voyez, j'ai ces deux pièces-là qui n'ont pas été faites pour l'instant. D'accord. Si maintenant je viens dans les notions d'usinage, alors par rapport à ma pièce B30, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Donc, il y a eu le passage à la grenailleuse, ensuite la coupe sur les perceuses-ci, d'accord, directement. Ici, j'ai même un numéro de traçabilité par rapport à cette pièce-là. Et si je redescends un petit peu maintenant, donc sur ma pièce C15, donc elle est passée sur également la grenailleuse, c'est de la cornière, donc elle est passée à la cornière tel jour, avec tel temps, et ça a été fait par tel opérateur. De nouveau, j'ai la traçabilité ici qui a été remontée. Donc c'est toujours dans un souci de savoir qui a fait quoi à quel moment. D'accord? Donc maintenant, dans les opérations, donc tout à l'heure, dans le workshop assistant, on a rajouté une opération en fait de maintenance dans l'assemblage. C'est-à-dire que ça peut être peut-être la maintenance du poste à souder, que sais-je. Eh bien, en fait, dans les opérations, on va retrouver cette opération de maintenance qui a duré 2 heures. La date de début, 13h05, le 8-12, et la fin est 15h05. D'accord? Et maintenant, les postes de travail, ça, c'est ce qui me reste à usiner. Donc là, actuellement, j'ai 18 pièces excusez-moi, qui restent à passer en assemblage. J'en ai 3 en cornière. Par contre, en peinture et en expédition, j'en ai 370. Donc tout à l'heure, j'ai vu que tout n'était pas peint et rien n'était expédié. Donc de toute façon, on va retrouver ça là. Si on continue maintenant dans la suite logique de tout ça, donc je vais sortir le diagramme de Gantt. Donc mon diagramme peut être sur une période, en l'occurrence, je suis sur la date d'aujourd'hui. Donc mon usinage a été fait à partir de quelle heure, d'accord, à quel moment. Et également, on va retrouver les maintenances, d'accord. Qu'est-ce qui a été fait? Donc ici, je retrouve à chaque fois les informations. Donc ça, c'est assez intéressant, effectivement, pour un travail analytique pur de dur. Donc c'est quand même extrêmement important. Et puis, dernier point, extrêmement important dans la norme EN 1090, la gestion de la traçabilité. Donc là, vous voyez, j'ai un indice de traçabilité 159. Donc c'est un numéro qui revient peut-être depuis notre stock ou alors depuis le RP client. Dans le caisse numéro 159, j'ai usiné cette pièce-là, d'accord, ce HEA 180, avec cette mise en barre ici. Donc là, par contre, j'en ai d'autres, vous voyez, dans lesquels ce n'est pas forcément la même chose. Là, j'ai les cornières, également une cornière, toujours une cornière, et puis là, en fait, j'ai un plat qui est passé sur une typo 4. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc on va récupérer les instructions, soit effectivement, comme je vous l'indiquais, depuis un ERP, soit depuis notre stock. Mais ces informations vont durer sur tout le long de la vie de la pièce. C'est-à-dire que sur cette pièce 159, cet indice de traçabilité, si je n'avais pas fait l'ensemble de l'usinage, en fait, il aurait été réintégré dans le stock avec ce numéro 159. Petite chose aussi qu'on a mis en place dernièrement, ça se trouve là-haut, dossier de traçabilité. Ça, c'est pour pouvoir fournir à votre client à la fin d'un projet, en fait, un dossier de traçabilité global. Donc avant, c'est des choses qu'on pouvait faire peut-être de manière manuelle, mais là, on l'a fait de manière automatisée, soit par un Excel, soit avec un PDF, comme a pu le dire précédemment Geoffrey. Donc là, je viens dans mon traçabilité. J'ai mon feuille FICEP Open House, donc à 16h57, donc on voit bien que c'est aujourd'hui. Et là, je vais retrouver de la traçabilité. D'accord? Donc ici, j'ai déjà des dossiers dans lesquels, en fait, si j'avais eu du CCPU réintégré, eh bien, je les aurais trouvés à cet endroit-là. Mais là, maintenant, je vais m'occuper de mon fichier Excel. Je vais l'ouvrir. Et puis, maintenant, on va retrouver toutes les informations.
C'est-à-dire que, ben voilà, le 8-12, Parc Claude Fatier, à telle heure, à 15h03, et ben en fait, j'ai eu du robot dessus, le Gemini. Vous voyez, en fait, ici, on a toutes les instructions qu'on va retrouver directement. On a l'employé, on a la traçabilité, et on a la date et la machine sur laquelle c'est passé. Donc ça, c'est extrêmement important à la fin d'un dossier. Vous avez fini votre affaire, votre client vous demande un dossier de traçabilité, vous lui fournissez ça et tout est à l'intérieur. Et puis surtout, là, ça vous permet de revenir dessus, de pouvoir vous dire, tiens, effectivement, telle personne a fait telle chose à tel moment. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur la traçabilité pure, mais on peut même aller un petit peu plus loin avec certains dossiers de traçabilité, en fait, de dossiers de production qui sont de chez Ficet par rapport aux machines Ficet. Donc, je vous ouvrirai ici un PDF. Donc là, j'ai une analyse de production machine. Alors, c'est bien un client allemand, hein, ce n'est pas un client français. Par contre, j'ai une date de début le 29 janvier. Là, ça finit le 2 février, excusez-moi, sinon ce sera après, dans lequel on va trouver l'opérateur, le type de profilé, la longueur, la date de début, la date de fin, le temps écoulé, et puis l'efficacité machine, d'accord, par rapport au temps total, par rapport au temps de production. Donc là, on va retrouver chacune des pièces que l'on a pu usiner sur une période donnée, sur une machine, sur la 603 DDB. Par contre, si je descends un petit peu, donc là, on a un temps un petit peu plus analytique. Donc là, j'ai un temps total écoulé. C'est de cette période-là, à cette date-là, jusqu'à cette fin de période, j'ai 104 heures de temps possible. Sur ces 104 heures, en fait, ma machine a été éteinte 24 heures, tel que c'est marqué ici, et 80 heures en production, allumée, du moins, excusez-moi. Ensuite, dessous, sur ces 80 heures-là, en fait, elle a été en temps total en instruction, c'est-à-dire qu'elle attendait les instructions, elle était en alarme, elle était en train de charger les pièces ou en changement d'outil. En fait, elle a été 73 heures dans cette phase-là. Et en temps de production globale, elle a été 57 heures directement sur les 73 heures restantes. Donc, la différence que l'on a entre les deux panels, il se trouve ici. Donc là, j'ai les temps d'alarme. Je suis 2h17 en alarme. La machine en attente. Je suis en changement d'outil 2h50. Prêt à démarrer, je suis à 6h47. Donc là, je suis prêt à démarrer. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a appuyé sur le bouton de la machine pour la mettre en activité. Donc, c'est presque 7 heures. On a quand même déterminé un goulot d'étranglement assez fort ici. Arrêt avec message, attente matière, en fait, c'est lorsque la machine est simplement en attente de matière. Donc là, vous voyez, c'est un tableau synthétique par rapport aux machines FISEC qui me permet de dire, là, en fait, je n'ai pas de souci forcément machine, mais j'ai un gros souci plutôt par rapport au temps de démarrage de la personne qui est devant la machine. D'accord. Donc là, je pense avoir fait le tour du webinaire. Je ne sais pas si Geoffrey peut me rejoindre. En tout cas, je vous remercie de votre attention et d'avoir suivi celui-ci. Geoffrey, tu as quelque chose à rajouter? Ouais, merci Claude, je vais conclure du coup. Merci. Donc déjà, je vous donne l'opportunité, si vous avez des questions à tout hasard, de les poser. Je vais attendre encore une minute, le temps de conclure, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc en attendant, je vous mets à l'écran les différents contacts, parce que on a fait un petit peu plus long que prévu, parce qu'on a énormément de choses à dire et c'est difficile de tout condenser en très peu de temps. Donc on espère que vous avez trouvé ce webinaire intéressant. Si vous avez besoin d'en savoir plus, vous voulez qu'on planifie une démonstration complète, où là on prend vraiment le temps de vous montrer tout le process, on peut le faire avec vos fichiers. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez visiter notre site, on a un formulaire de contact, ou alors vous avez l'adresse email qui est à l'écran. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on donnera suite à votre demande. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions, donc voilà, vous pouvez nous contacter par ce biais-là et je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.